Et on est parti. Merci, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire Alice qui est organisé pour l'occasion en partenariat avec Pacte PME sur une thématique d'actualité, on l'a rappelé il y a quelques instants, qui concerne et qui doit concerner de plus en plus toutes nos entreprises, donc qui est la RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, voilà, et qui permet à l'entrepreneur de se pencher un petit peu sur les enjeux à la fois économiques, sociétaux et environnementaux, sur la base d'une démarche volontaire, bien sûr, et de pouvoir l'utiliser par la suite comme un véritable levier de développement. Donc, on reçoit pour l'occasion Marie Levrault de l'agence responsable de l'agence parisienne Déclic, spécialisée consultante et formatrice en stratégie responsable. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, qui va intervenir sur ce webinaire. Et puis, on aura un complément très bienvenu avec le partage d'expérience et le témoignage de Christophe Moore, qui est donc DRH pour la société Catalante France, société leader mondiale dans les technologies d'administration de produits pharmaceutiques. Merci à vous deux d'être présents. Et puis, on clôturera par une intervention donc, de François Perret pour Pacte PME qui développe un programme d'accompagnement RSE. Donc, voilà, vous présentera un petit peu les grandes lignes et le calendrier de ce programme d'accompagnement. On aura une session de questions-réponses voilà, à l'issue du webinaire. On a quelques questions qui nous ont été remontées au travers du formulaire, mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre la parole à l'issue des présentations ou à poser vos questions au travers du chat. Et puis, sans plus attendre, je vais céder la parole à Marie pour débuter cette intervention. Merci beaucoup, Julien, pour l'introduction. Et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de RSE. Julien, si on peut passer la slide suivante. Voilà, juste pour me présenter rapidement. Donc, moi, ça fait près de 10 ans que je fais du conseil en RSE et en conduite du changement. Aujourd'hui, comme le disait Julien, je suis directrice de l'agence Déclic en Île-de-France. Donc, assez rapidement, l'agence Déclic, on est un cabinet de conseil en RSE. On est né il y a 8 ans à Rennes, voilà, donc on est d'origine bretonne. Et puis aujourd'hui, on est à Rennes, Nantes et Paris. Voilà, et du coup, nous, on accompagne à la fois les collectivités, les associations et les entreprises privées, et plus précisément les TPE, PME et ETI, dans la construction et le déploiement de leur stratégie responsable. Voilà. Assez parlé de moi. Je vois c'est bien parce qu'on n'est pas trop nombreux, donc ça va permettre un petit peu d'interaction. Vous allez voir, je vais vous poser quelques questions tout au long du webinaire pour justement prendre un peu la température et voilà, évaluer votre niveau de connaissance de la RSE. J'imagine que c'est des niveaux de maturité assez différents. Voilà, donc l'idée, hein, c'est qu'on puisse échanger tous tout au long de ce webinaire. Donc, j'ai une première question pour vous, et si vous pouvez répondre dans le chat. Quel est votre niveau de connaissance de la RSE? 0, voilà, vous avez tout à découvrir, tout à apprendre. 5, vous commencez à vous familiariser sur le sujet. Et 10, vous êtes vraiment pionnier sur le sujet, tout le monde vous pose des questions car vous êtes un peu l'expert dans votre entourage. Alors, qu'est-ce que vous mettriez comme note pour vous dans le chat? Ok, je vois 5. On a une petite moyenne basse. Ok, on a un expert, Christophe, mais bon, qui est notre intervenant ensuite. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu. Ça me permet de prendre un petit peu la température, savoir un peu par où commencer. Donc, je vois que voilà, les niveaux de connaissances sont assez larges, mais plutôt dans la moyenne basse, si je puis dire. Donc, ça tombe bien. Moi, j'ai prévu au programme, donc on peut passer la slide suivante, de vous raconter un petit peu déjà ce qu'est la RSE et vous montrer un peu les différents domaines que la RSE peut toucher dans l'entreprise, avec quelques exemples concrets d'actions menées par certaines boîtes. Et puis après, vous expliquer étape par étape, nous, la méthodologie qu'on utilise pour inscrire la RSE dans sa stratégie. Voilà. Et donc après, évidemment, on aura un temps de questions-réponses avant l'intervention de Christophe. Donc, bon, je vous avais prévenu que j'allais vous poser quelques questions. Donc,
pour vous, la RSE, ça s'adresse avant tout aux TPE-PME, aux ETI, aux grandes entreprises ou à toute taille d'entreprise. Donc, question 1, 2, 3 ou 4. Ou plusieurs réponses possibles. Vous voyez, elle était facile. On commence un petit peu en douceur. Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, effectivement, slide suivante, on voit que c'est la réponse 4. Toute taille d'entreprise, historiquement, c'est depuis plus de 10-15 ans, c'est plutôt les grandes entreprises qui se sont mises à la RSE de par la réglementation, qui les poussait à le faire, notamment avec leur rapport annuel RSE, ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, entre autres. Mais évidemment, la RSE touche toutes les entreprises et on voit que de plus en plus de TPE, PME et ETI s'y mettent, parce que le marché le veut, parce que les collaborateurs le veulent aussi, et parce que la réglementation commence à imposer la RSE à toute taille d'entreprise. Voilà. Slide suivante. J'ai encore une petite question pour vous. Donc, pour vous, quel est le lien entre la RSE et le développement durable? Donc, 1, il n'y en a pas. Ce sont deux concepts complètement différents. 2, la RSE, c'est l'application du développement durable en entreprise. 3, le seul point commun est l'environnement. Qu'est-ce que vous mettriez ici dans le chat? 2, ok. J'ai l'impression qu'il y a une réponse unanime autour du 2. Pas de débat, non? Ok. Donc, on voit, slide suivante, effectivement, que c'est la réponse 2. Voilà. Donc, effectivement, la RSE s'inscrit dans le développement durable et c'est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. On va pouvoir aller un peu plus en détail par la suite. Slide suivante, j'ai une dernière question pour vous avant d'aller un peu plus dans le contenu. Pour vous, en termes d'enjeux, qu'est-ce qui prévaut en matière de RSE? Réponse 1, l'économie. Réponse 2, social et environnement. Réponse 3, territoire et gouvernance. Réponse 4, tous ces domaines. Il peut y avoir plusieurs réponses, bien évidemment, ou une seule. Réponse 4. Super. Bah, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est la réponse 4, ce qu'on voit en slide suivante. En général, on a tendance à tout de suite associer le développement durable et la RSE à l'environnement. Alors qu'en fait, hein, on voit, la RSE, ça touche pas que l'environnement, ça touche le social, mais aussi la gouvernance de l'entreprise, le territoire, donc le lien que l'entreprise peut avoir avec les acteurs de son territoire, ainsi que l'économie. Donc, on va le voir par la suite. Donc, il y a vraiment une vision holistique de la RSE dans l'entreprise. Donc, si on parle d'abord des origines de la RSE, il faut que je vous parle du développement durable. Donc, le développement durable, c'est né en fait en 87, il y a 34 ans. Il y a 34 ans, et donc la définition qui a été donnée par l'ancienne première ministre de Norvège, Gro Harlem Brundtland, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet de plus en plus d'actualité, on en parle de plus en plus. Et donc, historiquement, on positionne ce développement durable, on le formalise à partir du graphique que vous voyez sur la droite. Donc, il y a 3 piliers, l'économie, l'environnement et le social. 34 ans, c'est à la fois récent et en même temps assez vieux. Récent parce que 34 ans à l'échelle de l'humanité, c'est quand même peu. Et en même temps, en 34 ans, on a le temps de faire pas mal de choses, quoi. Ça fait 34 ans qu'il y a eu la première définition du développement durable et pour autant, les premiers outils permettant aux entreprises de faire du développement durable sont très récents. Ça date d'à peine 10 ans. Voilà. Donc, on voit hein, que on sent que là, on est dans un momentum où on commence de plus en plus à avoir l'enjeu du développement durable qui s'accélère, si je puis dire, et qui est au cœur de l'actualité des entreprises. Slide suivant, nous, en fait, ça, ce que je vous montre ici, c'est que c'est la façon dont on préfère schématiser le développement durable. Tout à l'heure, on mettait au même niveau le social, l'environnemental,
l'économie. Nous, on préfère cette façon de le présenter, c'est-à-dire qu'au cœur d'un développement plus durable, pourquoi on a un développement durable? C'est pour l'humain, c'est pour satisfaire les besoins humains des citoyens et des collaborateurs de l'entreprise. Pour satisfaire les besoins de l'homme, il y a un outil qui est l'économie. Voilà, c'est en étant plus performant, plus efficient qu'on peut satisfaire les besoins de l'homme. Et il y a une condition à prendre en compte, un prérequis, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fini avec une quantité de ressources finies qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la satisfaction des besoins de l'homme. C'est comme ça que nous, on aime bien présenter le développement qui est durable. Et il faut penser un développement durable sur le court et long terme. Et il faut l'envisager, si je puis dire, dans l'espace, donc combiner local et global. Voilà. On va aller un peu plus dans le détail par la suite. C'était juste pour vous donner une vision un peu du développement durable. Slide suivant. C'est la présentation des objectifs du développement durable dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, on a vu dans l'histoire, en 87, première définition du développement durable, et c'est seulement en 2015 qu'ont été formalisés les 17 objectifs du développement durable. Donc, dans le jargon, on appelle ça on parle de ODD. Voilà. Donc, on voit qu'ils ont été construits en miroir des 3 cercles du développement durable. Donc, le premier niveau, il y a 4 ODD liés à l'environnement, donc préserver la biodiversité, produire autrement en protégeant l'environnement, etc. Niveau 2, il y a les objectifs du développement durable liés à la satisfaction des besoins humains, donc liés à la société, lutter contre la pauvreté, lutter contre la famine, etc. Niveau 3, c'est l'économie. Donc quels sont les moyens pour justement être plus performants, efficients, donc avoir une croissance économique, produire et consommer autrement. Et le 17e objectif du développement durable, que vous voyez tout en haut, c'est la collaboration. Voilà. Comment collaborer? En fait, parce que pourquoi il y a ce 17e objectif du développement durable? C'est parce que pour atteindre ces objectifs, on ne peut pas agir seul. On ne peut pas, à l'échelle d'une entreprise, d'un gouvernement, d'une collectivité, répondre, lutter contre la faim dans le monde. Voilà. Ou lutter contre les problèmes de biodiversité. Ça nécessite des collaborations. C'est pour ça que les entreprises, les collectivités, les ONG doivent collaborer les unes avec les autres. Si on arrive, slide suivante, c'est juste la mise en pratique de ces ODD. Donc en fait, ces ODD sont utilisés beaucoup par les gouvernements, les collectivités, les ONG et de plus en plus par les entreprises. Et en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui articulent leurs actions RSE en miroir de ces objectifs du développement durable. Ça permet à une entreprise, donc là je vous ai donné l'exemple d'une PME du BTP, qui s'est dit, OK, mes actions en tant qu'entreprise permettent de contribuer à tel et tel objectif du développement durable. Donc là, on voit l'ODD 11, c'est permettre d'avoir des villes et des communautés plus durables. Donc c'est un parmi moult exemples. Slide suivante. Donc, c'est juste pour relier la RSE avec le développement durable. Donc, vous voyez, le développement durable, c'est comment on satisfait les besoins de l'homme aujourd'hui, tout en permettant de les satisfaire demain, et quels moyens on utilise, tout en préservant l'environnement. La RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Voilà. Donc, il y a un ensemble de pratiques qui consistent à être économiquement viable, donc avoir un modèle économique pérenne. Donc, ça peut être un enjeu pour nombre d'associations, par exemple. Donc, c'est un problème en matière de RSE. Avoir un impact positif sur la société et mieux respecter l'environnement. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à articuler ces 3 types de pratiques. Si on va, slide suivante. Merci beaucoup, Julien. C'est intéressant parce que là, c'est la BPI qui a fait une étude auprès de plusieurs dirigeants de PME. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a près de 3/4 des dirigeants interrogés qui sont convaincus ou à minima OK pour se lancer dans la RSE. Alors qu'il y a 10 ans, on aurait posé la même question
Je pense que c'était plutôt l'inverse. Donc, on est vraiment passé de la marge à la norme. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un quart des dirigeants interrogés qui sont réticents, qui sont réfractaires à se lancer dans la RSE. Slide suivant. Et n'hésitez pas en parallèle à poser vos questions dans le chat. Hein, je veillerai à y répondre. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est, selon vous, la RSE, est-ce que ça peut accroître la performance des entreprises? Réponse 1, oui, assurément. C'est même supérieur à 10%. Réponse 2, oui, à 5%. Réponse 3, ça reste à prouver. Réponse 4, pas du tout. Réponse 1, OK, donc plutôt supérieur à 10%. Réponse 2, plutôt 5. Une ou deux. Très bien. Eh bien. Il faut poser des options. OK, donc je vois que votre cœur balance entre les réponses 1 et 2. Donc en slide suivant, voilà, c'est effectivement la réponse 1. Donc, et c'est même 13%. Donc il y a des chiffres qui le prouvent. Si on va à la slide suivante, en fait, on commence à avoir un petit peu de recul sur l'impact de la RSE sur les entreprises. Donc, ce qui a été prouvé, il y a une étude qui a été faite qui a comparé des entreprises engagées en RSE et des entreprises qui n'étaient pas engagées en RSE dans le même type de secteur et le même niveau de je dirais, croissance économique. Et on a vu un différentiel de 13% en matière de performance économique. Donc, ça a été prouvé. Et encore, ça, cette étude a été faite en 2016. Donc, c'est intéressant de la renouveler parce que ça date déjà de 7 ans. Donc, on voit qu'il y a un impact économique. Et on voit aussi, enfin, vous avez dû le voir, il y a aussi un impact sur la marque employeur, si je puis dire. On sent que les collaborateurs cherchent de plus en plus de sens et veulent s'engager dans des entreprises qui sont elles-mêmes impliquées dans ce type de démarche. Slide suivant, on voit aussi pour vous montrer que les démarches RSE, ça a un impact donc économique, ça a un impact sur les collaborateurs en termes d'attractivité, de marque employeur, etc. Et ça a un impact, si on veut que vraiment il y ait une performance globale, il faut que ça touche l'ensemble des métiers d'une entreprise. Hein, ce n'est pas que mettre des gobelets réutilisables dans la cafétéria de l'entreprise. Je force un peu le trait, mais voilà, l'idée c'est de mettre en place la démarche dans tous les métiers d'une organisation. Ça touche la finance avec des indicateurs de performance financiers et extra-financiers. Ça peut toucher la direction avec la mise en place, par exemple, d'une raison d'être, le fait de changer de statut, devenir entreprise à mission, en engageant différemment ses parties prenantes, notamment ses collaborateurs dans les prises de décision. Au niveau du marketing, donc c'est quelles sont les offres que je peux mettre en place qui intègrent une dimension sociale et ou environnementale. Dans quelle mesure j'intègre la RSE dans ma politique RH, en matière de formation, gestion des carrières, bien-être, équilibre vie pro-vie perso. Le numérique, là on en parle de plus en plus, donc quels sont les outils numériques les plus écologiques, si je puis dire, possibles, par exemple. Les achats, donc là, aujourd'hui, les achats responsables représentent à peine 1% sur la totalité des achats, et il y a une marge de manœuvre assez forte qui est possible. Donc voilà, ça touche tous les métiers des organisations. Donc la marche est encore haute pour intégrer la RSE dans tous ces processus. Slide suivante. Ouais, super. J'ai une question pour vous. Selon vous, quelle est la norme de référence en matière de RSE? Réponse 1, l'ISO 14001, l'ISO 9001, réponse 2, ou l'ISO 26000, réponse 3. Réponse 3. Je n'ai l'air aucune idée. Merci pour votre transparence. Ok, super. Moi, j'ai un peu triché parce que je l'ai mis tout à l'heure. C'était pour tester. Donc, la réponse est l'ISO 26000. Donc, en fait, l'ISO 26000, on peut voir à la slide suivante, c'est une norme internationale qui a été donc, mise en place par l'ONU en 2010. Donc, en fait, cette ISO 26000, c'est la formalisation d'un outil stratégique qui permet aux entreprises de mettre en place une démarche RSE. Donc, en fait, cette ISO 26000 est basée sur 7 questions centrales que vous pouvez voir sur la gauche.
Donc, donc ça permet à une entreprise de se poser les bonnes questions. C'est quelles sont mes actions en matière de droits de l'homme? Quelles sont mes actions en matière de relations et conditions de travail? Au niveau de l'environnement, ma loyauté des pratiques? Quelles sont, voilà, comment je me comporte vis-à-vis de mes consommateurs? Ah, on ne voit pas le slide. Moi, je le vois pour autant. Est-ce que vous voyez le slide? Ou est-ce que c'est juste pour Nathalie? Je crois que c'est Nathalie qui va parler. Ça s'est tendu, Oui. OK. C'est bon? OK. Ça a dû mettre Est-ce un que peu de c'est temps bon pour pour tout le se monde ou... rafraîchir. Ouais. OK. La 6e, donc c'est la gouvernance. Quelle est la gouvernance mise en place? Et la 7e, quelles sont les relations de l'entreprise vis-à-vis de ses communautés? Voilà. Nous, à l'Agence des Clics, on a essayé de simplifier cet outil et on l'a résumé en 5 grands piliers que vous pouvez voir sur la droite. Voilà. Donc nous, quand on met en place une démarche RSE, on va s'appuyer sur 5 grands piliers qui sont l'économie, le social, l'environnemental, le territoire et la gouvernance. Une des raisons pour lesquelles on l'a simplifié, c'est parce que, par exemple, en France, la notion des droits de l'homme, c'est moins un sujet parce qu'on a un droit du travail très, très important et qui se fait très naturellement, si je puis dire, en entreprise. Donc, il n'y a pas forcément de raison de le mettre en avant plus particulièrement. C'est intégré dans la partie sociale et donc ça permet vraiment d'avoir un peu plus de lisibilité et de simplicité. Voilà. Slide suivant. Voilà, donc là, je vais vous faire un petit peu travailler. C'est une sorte de mise en pratique pour aller pour comprendre ce qu'on met dans ces 5 piliers que je viens de vous présenter. Donc la question pour vous dans le chat, c'est pour vous, quels sont les enjeux RSE dans la gouvernance d'une entreprise? Quels sont les mots-clés qui peuvent vous venir en tête? Il n'y a que des bonnes réponses. Social, sociétal, environnemental, d'accord. CAP. Dialogue, tout à fait. Dialogue avec les parties prenantes, raison d'être. Complètement. Vous avez d'autres idées qui vous viennent en tête? C'est déjà très bien. Mais si on va slide suivant, je vous donne un peu quelques pistes économiques, motivation, statut, tout à fait. Ah ouais. Donc là, je vous ai mis, ce n'est pas une réponse incarnation. Oui, effectivement, ça peut être une façon de... C'est un des angles qu'on peut prendre. Donc, les enjeux que je vous ai cités, mais ce n'est pas du tout exhaustif, hein, c'est les enjeux RSE en matière de gouvernance qu'une entreprise peut avoir. Ça peut être, ben voilà, quelle est ma communication interne et externe en matière de RSE? Quelle est la place des parties prenantes dans la prise de décision, donc notamment la place des collaborateurs? Quelle est la vision? Quelles sont les valeurs de l'entreprise, la raison d'être, ou pourquoi pas la possibilité de devenir entreprise à mission? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans la gouvernance, on intègre aussi la notion de label, de charte, ou la question de quels sont les indicateurs, je dirais, extra-financiers qui vont permettre de prendre une décision stratégique dans l'entreprise. Voilà. Et donc là, je vous ai donné 2 exemples sur la droite, donc de Reliance, qui est un groupe mutualiste européen, et qui est devenu entreprise à mission et qui a formalisé sa raison d'être, qui a du coup intégré dans ses statuts, qui est agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général pour construire un monde de confiance. On a la même chose avec deuxièmeavis.fr, qui est une start-up qui permet à tout un chacun d'obtenir un deuxième avis médical. Donc, eux, ils ont formalisé leur raison d'être et ils sont devenus entreprise à mission. Leur raison d'être, c'est permettre à tous l'accès à l'expertise médicale. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, on pourra aborder le sujet par la suite. Donc ça, c'est le pilier gouvernance, c'est juste pour vous donner un peu plus de concret de ce que ça implique. Pour le pilier, donc ensuite, c'est le pilier social, si je ne me trompe, oui. Qu'est-ce qui vous viendrait en tête? Quels sont les enjeux RSE au niveau social? Normalement, c'est un peu plus facile. Formation, tout à fait. Merci Xavier. Le maintien des talents, ouais. Le maintien, développement des talents, la QVT, ouais, exactement. Le bien-être,
La diversité, ouais, c'est un sujet de plus en plus prégnant. Le handicap, tout à fait, ça fait partie de la notion de diversité et inclusion, le développement des compétences inclusif, voilà. L'équité, tout à fait. L'égalité des genres, exactement. L'appartenance, donc comment on crée un sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Donc, dans la slide suivante, je vous ai mis aussi quelques grands blocs d'enjeux RSE au niveau social. Donc, c'est notamment quelle est l'évolution des carrières et l'enrichissement personnel qui est permis par l'entreprise. Donc, vous avez cité la formation notamment. Quels sont les outils permettant de la motivation au travail et la performance? Quelle est ma politique de diversité et inclusion? Donc, diversité jeunes, seniors, la parité, le handicap, etc. Est-ce que ma rémunération est juste et transparente? La QVT, vous l'avez cité. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez large. Je pense que vous l'abordez tous d'une façon ou d'une autre. L'exemple que j'ai à vous donner, c'est RMA, donc Ressources Mutuelles Assistance, qui a mis en place tout un tas de politiques pour favoriser le bien-être au travail de ses chargés d'assistance. Donc là, c'est des collaborateurs qui sont plutôt en call center, vous voyez. Et donc, vous savez, en général, les salariés qui sont dans un call center, c'est pas toujours évident. Et donc, ils ont mis en place beaucoup d'actions pour favoriser l'équilibre vie pro-vie perso, pour créer un bureau agréable à vivre, pour favoriser l'inclusion par le handicap, la parité, etc. Et en termes de résultats chez RMA, il s'avère qu'il y a un taux de turnover extrêmement faible, chose rare pour ce type d'activité dans un call center. Et la satisfaction client s'en fait ressentir. Il y a plus de 96% de taux de satisfaction client. Donc, on voit qu'en mettant en place une politique RSE, notamment sur la partie sociale, en interne, ça a un impact sur les résultats et la satisfaction client par derrière. La slide suivante, ça touche plutôt la partie économique. Donc pour vous, sur la dimension économique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en matière de RSE? Quels sont les grands enjeux qui touchent une entreprise? Levée de fonds, bonne relation avec les parties prenantes, groupement d'achat, oui, groupement d'achat, qui peut être un groupement d'achat notamment responsable. Efficience plutôt qu'efficacité, oui, c'est vrai. La nuance est forte. Achat responsable. Ouais. Gestion des achats, choix des fournisseurs adhérents au même code que nous, tout à fait. Donc, vraiment mettre en place une charte d'achat responsable. Donc, on voit, slide suivante. Merci beaucoup pour vos réponses. RSE, source de gains. Donc, oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu. Hein, ça permet, le chiffre qui est ressorti, c'est qu'il y a une performance économique de 13%. Donc, voilà tous les enjeux qui sont liés au pilier économique. Donc, il y a, voilà, quelles sont les actions que je mets en place pour développer ma satisfaction client, qui permet de se mettre en mode amélioration continue, parce que justement, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on se met dans une démarche de RSE, l'enjeu, c'est aussi d'avoir un modèle économique pérenne. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir la satisfaction client, d'être en amélioration continue, d'avoir une bonne efficacité opérationnelle. Et puis, ça touche aussi le contenu des offres. Dans quelle mesure mes offres sont plus respectueuses de l'environnement ou ont une dimension sociale? Dans quelle mesure je fais de l'innovation responsable? Donc là, j'ai pris l'exemple qui est assez loin de votre cœur d'activité, mais de Seb, que vous connaissez, hein, l'électroménager, du petit électroménager, qui a créé une filiale avec Ares, un acteur de l'insertion. Donc ça s'appelle Réparseb. Et le principe, c'est de faire de la réparation de petits électroménagers en recrutant des personnes issues de l'insertion. Donc c'est vraiment un nouveau business qu'ils ont créé, hein, qui est la réparation, et qui a un impact environnemental, parce que ça permet de faire de l'économie circulaire, donc recycler, réutiliser de l'appareil électroménager, tout en ayant un impact social en faisant de l'insertion, de la réinsertion de personnes défavorisées. Voilà. Si on va au slide suivant,
c'est l'aspect territoire. Donc là, qu'est-ce qui vous viendrait en tête en matière d'enjeux RSE sur l'axe territoire? Oui, complètement. Merci Nathalie. Formation, mentorat de jeunes apprentis, stage, limitation de fuite des savoirs. C'est vrai qu'il y a aussi un enjeu, hein. L'ancrage local, complètement Christophe. Collaboration, ressources locales à prioriser, attractivité, intégration des partenaires du territoire dans les choix institutionnels, mutualisation, complètement. C'est vrai qu'il y a aussi la notion de coopération avec les autres acteurs du territoire. Mobilité, mobilité durable, favoriser le circuit court. Merci beaucoup. On peut passer à la slide suivante. Je vois que vous aviez plein d'idées. Donc effectivement, au niveau du territoire, une organisation a de nombreux enjeux RSE pour développer les compétences et l'emploi local, soutenir des activités d'intérêt général, faire partie de réseaux locaux d'élus, par exemple, ou encore mettre en place une politique d'achat responsable locale. Voilà, c'est plein d'idées qui peuvent toucher à cette thématique du territoire. J'ai l'exemple ici du CHU de Rennes qui a soutenu l'association Les Petits Doudous. Les Petits Doudous, donc, qui est une association une association qui a pour objectif d'améliorer le soin auprès des enfants et qui développe ses offres grâce au recyclage de matériaux médicaux, notamment dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est un partenariat qui a été mis en place d'abord avec le CHU de Rennes et après qui s'est démultiplié à l'échelle nationale auprès d'autres hôpitaux partout en France. Slide suivante, et c'est la dernière, le dernier pilier, l'environnement. Donc là, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées, de thématiques, d'enjeux RSE en matière d'environnement. Tout à fait, l'éco-conception, le bien-être au travail, la biodiversité, une maîtrise des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, récompenser les salariés à vélo et à pied. Tout à fait. Donc la politique un peu de mobilité durable, maîtrise de la consommation. Donc, vous voyez, c'est assez large, hein, effectivement. Donc on voit, slide suivant, qu'une organisation a vraiment de nombreux enjeux environnementaux et ça s'accélère avec la multiplication des réglementations en la matière. Donc là, on parle de gestion des déchets, d'éco-conception, de biodiversité ou encore de consommation d'énergie. On voit maîtrise des gaspillages, tout à fait. Donc là, la maîtrise des gaspillages, ça touche tout, hein, toutes les ressources, l'eau, l'énergie, les déchets, etc. Donc ça nécessite de revoir l'ensemble de ces processus parfois. Donc là, on a l'exemple ici de la clinique Rive Gauche à Toulouse, qui a vraiment mis en place toute une politique environnementale en interne. Donc, ça a commencé avec des actions de sensibilisation des professionnels de santé et des usagers sur cette thématique. Et en parallèle, ils ont vraiment réduit la production de déchets en interne en mettant en place plus de 16 filières de tri. Donc, c'est un vrai travail de fond, si je puis dire. Donc voilà, là, on a abordé les 5 piliers de la RSE. Donc, je tenais à passer par là parce que la RSE, on a tendance à le résumer à la partie environnementale, voire la partie sociale, mais on oublie les autres dimensions qui sont les territoires, la gouvernance et l'économie. Donc, le cœur de métier de l'entreprise. Slide suivant, donc je vois que le temps file. Je vais vous présenter un petit peu, nous, la méthodologie qu'on utilise pour inscrire la RSE dans sa stratégie. Donc, la slide suivante, voilà, donc c'est les 7 principales étapes. Là, on ne va pas pouvoir en discuter à l'oral. Donc, je vais vous donner la langue au chat, si je puis dire, des grandes étapes d'une démarche RSE que nous, on met en place. Hein. Ce n'est pas la formule magique, mais c'est notre méthodologie en interne. Donc, slide suivante. Nous, en général, quand on va accompagner une entreprise dans sa stratégie RSE, et quand une entreprise seule va aussi pouvoir lancer sa démarche RSE, ce qu'on préconise, c'est de commencer par un audit, un diagnostic de ce que l'entreprise fait en matière de RSE, parce que souvent, une entreprise fait de la RSE sans s'en rendre compte.
Et donc, on va utiliser la grille de lecture que je vous ai passée tout à l'heure avec les 5 piliers, donc l'économie sociale, l'environnemental, la gouvernance et les territoires. Donc, voilà, quelles sont l'ensemble des actions RSE mises en place au regard de ces 5 piliers en interne dans l'entreprise. Et donc, ça passe aussi par de la sensibilisation à la RSE en interne, parce qu'il y a un gros travail d'acculturation sur ces sujets pour faire en sorte que chacun puisse mettre les mêmes mots derrière ce sujet-là. Ensuite, ce qui est intéressant en général, c'est de définir sa raison d'être. C'est un peu le pourquoi de l'entreprise au-delà de son chiffre d'affaires. Donc là, c'est ce qu'on voit, slide suivant. Julien m'a transmis vos questions sur la RSE. Il y avait une question autour du statut d'entreprise à mission et de la raison d'être. Donc assez rapidement, en fait, vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte qui est passée en 2019 et qui permet 3 choses pour les entreprises notamment. Donc il y a 3 niveaux, si je puis dire, dans le réacteur de la fusée. Niveau 1, on a inscrit officiellement en France dans le droit le fait que les entreprises doivent prendre en compte les enjeux économiques, mais aussi sociaux et environnementaux. Voilà. Ça touche tout le monde. Le niveau 2 de la loi Pacte, ça permet aux entreprises qui le souhaitent, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est qui le souhaitent, de définir leur raison d'être statutaire. Et donc, leur raison d'être, ils peuvent inscrire leur raison d'être dans leur statut. Donc, c'est le pourquoi de l'entreprise au-delà de son chiffre d'affaires. Typiquement, nous, à l'Agence des Clics, notre raison d'être, c'est de contribuer à rendre les territoires plus performants et durables. Voilà. Ah, mais pas de souci, mais c'est juste pour... C'est une question ou c'est en fait, si tu veux, c'est le... Merci. Le troisième niveau, c'est la possibilité pour les entreprises de devenir société à mission. Donc là, ça implique un changement de statut d'entreprise. Voilà. Et donc, quand on devient société à mission, on a défini sa raison d'être, on l'a inscrit dans ses statuts, et on a aussi inscrit dans ses statuts ses objectifs sociaux et environnementaux. Voilà. Quand une entreprise devient société à mission, après avoir identifié ses objectifs sociaux et environnementaux, elle va mettre en place un comité de mission dans lequel il y a à la fois des parties prenantes externes et internes, donc au moins un salarié. Ce comité de mission, il va se rassembler tous les ans, tous les 12 mois, pour vérifier que l'entreprise respecte bien sa raison d'être, respecte bien sa mission et les objectifs qu'elle s'est définis. Et en parallèle de ça, il va y avoir un organisme tiers indépendant, donc un ETI, qui va venir tous les 18 mois dans l'entreprise pour vérifier que l'entreprise, à nouveau, respecte bien sa mission et met en place les bonnes actions pour atteindre les objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'est fixés et qu'elle a inscrits dans ses statuts. Voilà. Donc ça, c'est la loi Pacte. Slide suivante. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je me rends bien compte que je vais assez rapidement sur ces sujets, à les poser dans le chat. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous disais, quand on met en place une démarche RSE, c'est vraiment important de commencer avec une première phase de diagnostic. Ça peut être intéressant que l'entreprise définisse sa raison d'être, donc un peu sa vision, sa mission, avec potentiellement ses parties prenantes. Ensuite, l'étape d'après, c'est de cartographier ses parties prenantes. Voilà, c'est essentiel de connaître son écosystème pour anticiper ses risques et identifier de potentielles opportunités. Donc, slide suivante, c'est pour vous montrer qu'en RSE, connaître ses parties prenantes, c'est vraiment clé, parce que l'entreprise, elle est responsable de l'impact de ses activités vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. J'ai l'exemple ici de l'entreprise ENAF, que vous connaissez peut-être, les pâtés, qui justement s'est fait dénoncer sur la place publique, si je puis dire, par l'association de protection animale L214. En fait, ils sont fait accuser de maltraitance animale. Donc ça, pour du coup ENAF, ça a eu de gros risques réputationnels. Ça a eu un gros impact vis-à-vis de ses ventes, tout simplement. Et donc, ENAF a mis en place toute une politique donc ils ont cartographié toutes leurs parties prenantes et ils ont mis en place ce qu'on appelle un plan de dialogue
Donc, ils ont enclenché un certain nombre de discussions avec leurs parties prenantes clés, notamment les associations environnementales. Voilà. Et donc, en fait, au bout de 2 ans, après ce travail-là, ils étaient, ça a apparemment vraiment fonctionné. Et c'est le dirigeant d'ENAF qui nous a raconté qu'il était vraiment ravi le jour où l'association de protection environnementale Eau et Rivières les a invités lors de leur assemblée générale pour raconter devant le grand public les actions menées main dans la main, justement pour permettre davantage la protection animale. Voilà. Donc c'est vraiment un long chemin. Et ce que je veux dire ici, c'est que c'est vraiment clé de identifier ces parties prenantes les plus stratégiques et mettre en place un plan pour collaborer avec ces dernières. Donc, ça permet d'identifier de potentielles opportunités, mais aussi anticiper des risques qui peuvent être assez variés. Voilà, donc ça c'était l'étape numéro 3, si je puis dire. L'étape 4 qu'on voit slide suivant, c'est voilà, la hiérarchie des enjeux RSE, parce qu'une entreprise ne peut pas tout faire tout de suite. C'est clé de prioriser et hiérarchiser ces grands enjeux. Donc, en slide suivant, c'est ce que je vous montre. Là, c'est un slide qui fait un petit peu peur. C'est un exemple, en fait, de matrice qu'on a réalisée avec un de nos clients. Et donc, on a vraiment priorisé dans le temps, hiérarchisé ces grands enjeux RSE. Et ça permet d'identifier quels sont les enjeux RSE stratégiques qu'il va falloir prendre en compte sur le court terme, moyen terme ou long terme. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la RSE la matrice de matérialité. Je pourrais répondre à vos questions par la suite si besoin. Slide suivante. Donc là, l'idée, c'est l'étape 5. On va pouvoir décliner ces enjeux RSE qu'on a hiérarchisés en plan d'action. Voilà. Merci. Donc en plan d'action. Et après avoir défini son plan d'action, on va pouvoir déployer ce plan d'action en mobilisant ses collaborateurs. Donc j'ai vu qu'il y avait une question que vous aviez partagée en amont de ce webinaire sur comment on peut mobiliser, engager ses collaborateurs pour faire vivre la RSE dans l'entreprise. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir cadré un petit peu sa stratégie RSE. L'enjeu, c'est, vous le citiez tout à l'heure, de l'incarner et faire en sorte que tout le monde puisse se l'approprier et la déployer en interne. Donc, slide suivante, je vous ai mis plusieurs pistes, plusieurs idées qui peuvent être mises en place. On va dire plutôt des bonnes pratiques. Donc, vraiment, pour mobiliser ses collaborateurs pour faire vivre la RSE, je dirais que vraiment, en bonne pratique, c'est embarquer le plus en amont possible ses parties prenantes et notamment ses collaborateurs. Voilà, donc dans la phase de diagnostic, impliquer au maximum ses collaborateurs. Dans la phase de hiérarchisation des enjeux RSE, impliquer ses collaborateurs. Vous voyez, donc le plus en amont possible. Ensuite, je dis engager, c'est-à-dire vraiment communiquer le sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi mon entreprise le fait? C'est vraiment communiquer la vision de l'entreprise et donc, voilà, donc pourquoi ces actions RSE ont été mises en place et dans quel cas. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de nommer des référents, des ambassadeurs, des champions en interne qui puissent incarner. Ah, on ne voit toujours pas le slide pour Nathalie. Moi, je le vois. Ouais, ok, merci pour le pouce. Je vois que ça doit mettre un petit peu de temps, je pense, à chaque fois, pour se rafraîchir. Donc voilà, avoir des ambassadeurs RSE en interne qui puissent porter le sujet et l'animer. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des rituels. Créer des rituels pour faire en sorte que la RSE fasse partie du quotidien de l'entreprise. Donc, ça veut peut-être dire tous les 3 mois, tous les ans, à la fois rappeler les enjeux, les engagements RSE de l'entreprise, et puis à organiser des temps forts permettant de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs se l'approprient. Voilà. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui est très important, c'est de sensibiliser et former les collaborateurs à la RSE pour comprendre ce qu'on met derrière. Il y a, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, EDF qui a déployé la fresque du climat à l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, plus de 150 000 collaborateurs qui ont été formés à la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier qui dure une demi-journée et qui permet de se sensibiliser au dérèglement climatique.
Voilà, donc c'est comme le dérèglement climatique qui est intimement lié au cœur de métier d'EDF. C'est pour ça qu'ils ont décidé de sensibiliser tous leurs collaborateurs à ce sujet-là. Voilà. Piloter, donc évidemment, hein, piloter les actions RSE en se fixant des indicateurs chiffrés et qualitatifs aussi, et les partager de façon transparente au plus grand nombre. Et puis, vous le citiez tout à l'heure, incarner. Si la direction, le top management n'incarne pas la RSE, ça crée une sorte de dissonance cognitive en interne dans l'entreprise, donc forcément, ça embarque beaucoup moins. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites pistes pour mettre en place un plan d'animation pour faire vivre la RSE en interne. Puis après, je dirais que c'est peut-être la cerise sur le gâteau. Il peut être intéressant, en fonction du contexte de l'entreprise, de se faire labelliser. Voilà. La slide suivante, je vous ai mis en avant une sorte plein de labels qui existent. Et ce n'est absolument pas exhaustif. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que le label, c'est pas toujours essentiel, nécessaire pour une entreprise de le faire. Ça va vraiment dépendre de son contexte. Et pour prendre la décision de si oui ou non on se lance dans une labellisation, il faut réfléchir à la cible, pourquoi et qui on veut cibler à travers cette labellisation. Il faut aussi avoir en tête le niveau d'exigence et d'engagement du label en question. Donc typiquement, nous, à l'Agence des Clics, on est labellisé B Corp. C'est celui que vous pouvez voir en haut à droite. C'est très exigeant et ça nous engage dans la durée, parce que ce n'est pas parce qu'on a le label à l'instant T qu'on l'aura 2 ans plus tard, parce que ça se renouvelle et ça nous pousse à nous mettre dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le temps. Le temps escompté, parce que c'est du temps, c'est de la ressource qu'il faut anticiper, si je puis dire. Et c'est votre besoin en visibilité. Il y a des labels qui vont vous apporter plus de visibilité. Typiquement, B Corp, c'est quelque chose qui est assez visible et qui est plutôt positif en termes de marque employeur, parce que c'est plus connu du grand public. Mais c'est pas forcément ça peut ne pas être votre cible. EcoVadis, c'est plutôt pour du B2B et pour répondre à certains appels d'offres. C'est la visibilité aussi, c'est assez important. Ben, j'ai l'impression, Nathalie. Je suis désolée. Est-ce que ça apparaît le slide maintenant? J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit temps de latence, en fait. Ça doit être un problème de connexion. Alors, mais on enverra les slides par la suite. C'est vraisemblablement lié à ma connexion qui est un peu faiblarde, certainement, mais si effectivement, voilà, Ouais, j'ai l'impression que d'autres personnes le voient bien. Donc, désolé Nathalie, mais effectivement, on vous fera parvenir le support de présentation. Oui, complètement, on pourrait envoyer ça. Ça doit être un peu frustrant. Voilà, donc je vous ai un peu décliné les grandes étapes d'une démarche type RSE, et puis évidemment, on n'a pas forcément besoin de passer par toutes ces étapes-là, hein. Là, je vous ai mis l'ensemble des étapes possibles, mais en fonction de vos enjeux, de votre niveau de maturité, de vos besoins, il peut être intéressant de faire qu'une, 2 ou 3 ou toutes les étapes de ce processus-là. Voilà. Et la dernière slide, je pense, que Nathalie ne verra peut-être pas, du coup. C'est plutôt, là pour le coup, Julien, je la vois pas. C'est plutôt une slide pour vous dire, à vous de jouer. Et c'est, qu'est-ce que vous, en matière de RSE, vous souhaitez continuer, vous souhaitez arrêter ou vous souhaitez tenter? Julien, je ne vois pas la slide suivante en revanche de mon côté. Ah voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, bon, c'est vraiment en guise de clôture, hein, si je puis dire. C'est pour vous apporter un peu de réflexion de votre côté, ce qui vous donne envie de continuer, d'arrêter, d'essayer quoi, sur le court, moyen, long terme. J'ai fini de parler, j'ai beaucoup parlé, j'ai débordé de 6 minutes, je crois, Julien. Et on a c'est scandaleux d'ailleurs, parce qu'il y aura des pénalités. C'est ça. Mais je crois qu'on a commencé un peu en retard, pour ma défense. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, bien évidemment. C'était voilà, c'était très éclairant. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, alors, de deux choses l'une. Soit vous avez des questions immédiates à poser à Marie et on y va.
Soit je laisse Christophe prendre la parole, puisque je crois savoir, Christophe, que vous avez un emploi du temps assez contraint. Donc voilà. Et si on peut garder les questions pour la fin, effectivement. Voilà, c'est ce que je préconise aussi, si ça convient à tout le monde. Et donc, Christophe, je vous laisse la parole. Ça marche. Bien, je viens de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que Nathalie voit également? Moi, je le vois en tout cas. Moi, je vois aussi. Bien, donc, un petit mot de présentation. Donc, je suis Christophe Moore, je suis le DRH de la société Catalent. Alors, je vais vous parler de la mise en œuvre de la démarche RSE qu'on a eue au sein de Catalent. Et avant toute chose, il faut que je vous parle un petit peu de Catalent, vous dire qui on est, ce qu'on fait. Catalent, c'est un groupe américain qui compte à peu près 17 000 personnes dans le monde, une trentaine d'usines tout autour de la planète. Et en France, deux usines et des centres de recherche et développement, dont l'un se trouve à Strasbourg et l'autre se trouve à Limoges. À Limoges, alors on va parler un petit peu de Limoges aujourd'hui, puisqu'on a un panel orienté sur la région Aquitaine. Le scope de Limoges, c'est de fabriquer des seringues, donc des produits biologiques et des stériles injectables, avec une capacité importante, des capacités en développement, en formulation de médicaments, fabrication et packaging. Hein, donc notre cœur de métier, vous l'avez compris, c'est la fabrication de médicaments pour le compte de clients, alors des grands labos ou des plus petits labos d'ailleurs, pharmaceutiques, et avec un site qui est en transformation profonde, puisqu'on était sur une fabrication et un client unique, et on s'oriente vers plusieurs clients, plusieurs types de produits, avec une stratégie de croissance assez forte à court terme. Le site de Limoges, c'est à peu près 180 personnes. On a à peu près une trentaine de marchés globaux que l'on adresse au travers de nos projets de développement. En clair, nos médicaments sont destinés à être commercialisés tout autour de la planète. La démarche de RSE qu'on a mis en place au sein du groupe Catalent, elle s'inscrit dans à la fois une démarche du groupe qui est arrivé avec son gros bulldozer américain et une démarche très orientée globale à l'échelle de la planète. Et puis, on a décliné ça de manière très pragmatique, avec beaucoup d'humilité sur le site de Limoges. Alors pour la petite histoire, on nous a demandé si on faisait travailler des enfants ou si on avait recours à l'esclavage. Donc non. Mais ça illustre un petit peu ce que disait Marie tout à l'heure hein, sur la question des normes et des standards que l'on va mettre et des objectifs qu'on va chercher à atteindre dans sa démarche RSE. Sur le site de Limoges, on a souhaité être beaucoup plus pragmatique et adresser finalement les enjeux qui nous étaient propres, tout en restant dans le cadre de cette démarche globale. Et le principal vecteur, je dirais, et moteur de cette démarche, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le leadership. Alors le leadership, c'est bien évidemment la vision que va donner la direction, qu'a donné la direction de l'entreprise, le comité de direction, le comité exécutif, le management hein, de l'entreprise. Une vision qu'on a partagée avec nos collaborateurs, qui est la vision de l'entreprise, sa mission, et autour de la manière d'atteindre des résultats, mais d'une manière qui reflète nos valeurs. Et dans la démarche de RSE, finalement, la démarche de RSE doit faire écho à nos valeurs. Et c'est ce qu'on a souhaité faire au sein de Catalent, c'est que cette démarche de RSE s'inscrive dans nos valeurs. Alors, je vous ai mis à l'écran les valeurs au sein de l'entreprise Catalent.
Après, chaque structure, chaque organisation a les siennes. Ce qui nous anime, ce qui anime le collectif de travail de Catalent Limoges, c'est la priorité aux patients. On met les patients au cœur de notre travail. On a un métier qui est de fabriquer des médicaments. Alors, les médicaments sont destinés à des clients, mais au bout de la chaîne, on a des patients qui attendent ces médicaments. Dans les valeurs, on a l'innovation. On est sur la recherche permanente de solutions innovantes, de création de médicaments pour le compte de nos clients et des patients. On est à l'écoute des clients, on recherche en permanence une excellence et on met du cœur et de la passion dans ce qu'on essaie d'entreprendre. Il y a un focus clair sur le personnel. Dans nos valeurs, on a un engagement pour développer nos collaborateurs et développer l'engagement de nos collaborateurs. Et puis l'intégrité, qui est aussi une valeur importante du groupe Catalent, c'est que le respect, la responsabilisation et l'honnêteté dans toutes les interactions qu'on peut avoir sont au centre de ce qu'on cherche à faire. Alors, pourquoi je vous parle de nos valeurs? Parce que dans tout ce qu'on cherche à faire en matière de RSE, on a toujours ce focus et cet ancrage autour de nos valeurs. Il y a une petite définition que je vous ai mis à l'écran. C'est le mot congruence. Alors la congruence, c'est, si vous ouvrez le Larousse, vous trouverez une définition, c'est le fait de coïncider, de s'ajuster parfaitement. Et ça, c'est hyper important parce qu'une démarche de RSE, une politique de RSE, des actions de RSE que l'on a menées au sein de Catalent doivent en permanence être en congruence avec nos valeurs. Et on doit être nous-mêmes leaders, dirigeants d'entreprises, d'organisations, d'associations, en congruence avec ces valeurs. Si on n'est pas aligné là-dessus, ça coince à un moment ou un autre. Alors, les équipes de Limoges, donc les équipes du site de Limoges, on les a embarquées dans notre démarche RSE. Alors, on n'a pas dit qu'on allait mettre en place une démarche RSE et qu'on allait faire des tas de choses. On a déjà regardé ce qu'on faisait. Et en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui étaient faites en matière de RSE. Et on a orienté ça au travers de trois axes. Le lien avec les communautés, le lien avec les communautés locales, donc notre écosystème à Limoges. L'environnement, donc la planète, qui, comme le disait tout à l'heure Marie, c'est un petit peu la porte d'entrée RSE, mais en fait, la réalité, ça n'est qu'un pilier parmi d'autres. Et les personnes. Alors, le principe, c'est qu'on a fait la liste de tout ce qu'on faisait et puis on a poussé pour développer des démarches. Je pense notamment à une certification ISO 14001, donc on s'est fait certifier sur la partie environnementale, ce qui a demandé un travail de réflexion pour être dans la recherche de solutions très pragmatiques, hein, typiquement la consommation d'eau sur le site, qui passe évidemment par les process de fabrication, mais pas que. C'est aussi les robinets dans les toilettes, c'est voilà, des choses très concrètes qui se sont mises en place, des économies d'énergie via l'approvisionnement en sources d'énergie d'origine durable. C'est la mise en place d'une équipe qu'on appelait la Green Team, l'équipe verte, qui nous aide à mettre en œuvre et créer des animations des salariés pour les salariés. On participe notamment au mois de la Terre tous les ans. Il y a des événements qui sont organisés autour de cela. Il y a un salarié qui est en charge d'une animation. Il y a des ruches hein, sur le site de Limoges, donc un site industriel sur lequel on a des ruches, avec un apiculteur qui vient, et ça c'est géré par un de nos collaborateurs. On a autour donc
voilà, des démarches similaires autour des personnes. Je parlais de congruence, je parlais de valeur. La sécurité, voilà, c'est aussi une manière de dire on s'occupe de on se préoccupe de nos personnes. Alors, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'accident sur le site de Limoges. C'est aussi une manière de dire les individus sont au centre de ce qu'on fait, de ce qu'on entreprend. Et le meilleur moyen de travailler dans une entreprise, c'est de se dire j'y travaille en toute sécurité, je n'ai pas une hallebarde au-dessus de ma tête chaque matin quand je vais au travail. Au contraire, je suis dans un environnement où je peux travailler en toute sécurité. Les recrutements et les intégrations de collaborateurs qu'on fait sont aussi toujours centrés sur les valeurs. On cherche des gens qui se retrouvent dans ce qu'on fait nous et qui se retrouvent dans nos schémas de valeurs. Avant-hier, alors un exemple, hein, ça c'est pour illustrer mon propos. Avant-hier, vous savez quel jour c'était? C'était le 8 mars. Alors le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et on a typiquement organisé une conférence sur le site, sur le temps de travail. Donc tous les salariés qui le souhaitaient pouvaient participer à cette conférence. Donc c'est une conférence en mode virtuel, mais pas que. Et tous les salariés qui le souhaitaient pouvaient participer. Donc une conférence sur le thème de l'égalité femmes et hommes et les droits des femmes. Donc voilà, ça c'était une démarche parmi d'autres qui nous met aussi en congruence avec les valeurs qu'on souhaite porter. Et la démarche de RSE, c'est ça. Hein, c'est se dire, on met en place des initiatives, on favorise un environnement dans lequel les salariés qui sont au cœur du dispositif de RSE, hein, n'en doutons pas une seule seconde, le leadership, la direction, le comité exécutif d'une entreprise ou d'une organisation va pousser, va donner la vision et le cap. Et après, c'est les équipes qui se mettent en mouvement. C'est chacun qui, par ses idées, par son engagement, va amener des initiatives qui seront appuyées par les directions, le management des différentes entreprises et arriver à du résultat. Je parlais, donc je vous ai parlé de l'environnement, je vous ai parlé du pilier sur les personnes. Il y a également des actions avec les communautés qui sont organisées, soutien différentes causes. Hein, j'ai en tête les Boulonnais qui sont, qui est une association à Limoges pour faire intervenir des clowns auprès d'enfants qui sont hospitalisés. C'est du sponsoring de clubs sportifs. C'est une plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle Wannabe. Alors, je n'ai pas d'action chez Wannabe. Hein. C'est une plateforme qui fait le lien entre les salariés et des associations. Et typiquement, quand un collaborateur passe une demi-journée à œuvrer pour une association, Catalent lui permet, sur son temps de travail, de passer une demi-journée supplémentaire. Voilà. Alors on peut se dire, oui, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est des ressources, c'est de l'argent. Hein, quand j'ai un salarié qui passe une demi-journée dans une asso pour soutenir une cause, ouais, ok, il n'y a pas un lien direct avec Catalent, avec ce qu'on fait. Oui, mais d'un autre côté, ce salarié, il est embarqué dans l'entreprise et il se retrouve dans les valeurs de l'entreprise. Il y est bien, il travaillera mieux, ça générera de la performance, il y aura moins d'absentéisme. Voilà, c'est aussi tout ça qu'il y a derrière cette démarche de RSE. Et juste pour conclure, et ça c'est aussi pour l'anecdote, moi qui suis DRH et donc dans le recrutement, alors ça ne se voit pas sur mon visage, mais j'ai un petit peu en tout cas si vous ne voyez pas à la caméra, mais j'ai un petit peu d'expérience des ressources humaines. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans les RH. Quand j'ai démarré dans le recrutement, les questions des candidats tournaient autour du salaire, hein, combien on est payé, etc.
Ensuite, il y a eu des questions sur combien de RTT. Voilà, est-ce qu'il y a des RTT, combien de jours, combien de jours de congé. Il y a eu ensuite les questions sur le télétravail. Hein, ça, c'est les questions maintenant qu'on a. Voilà, est-ce que vous faites du télétravail? Et je vois commencer à arriver aussi maintenant des questions autour de ouais, qu'est-ce que vous faites pour la communauté autour? Qu'est-ce que vous faites pour la planète au sein de Catalent? Voilà, c'est ce type de questions qui commence à arriver. Et c'est aussi révélateur d'une prise de conscience un peu globale que une entreprise, c'est finalement une entreprise, une organisation, une asso, c'est un élément incontournable d'un écosystème plus global. Et voilà, et on a notre part aussi à faire là-dessus. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je vous remercie pour ce temps. Ben, c'est nous qui vous remercions, Christophe. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, c'est effectivement un bel exemple de mise en place de démarche RSE réussie sur un acteur économique local important. Alors effectivement, on pourrait se poser la question, peut-être une question, c'est, alors je la pose à la cantonade, mais est-ce que c'est pour tout le monde la RSE? Voilà, puisque là on a l'exemple effectivement chez vous, Christophe, à Catalent, avec une industrie structurée, des valeurs établies, voilà, un gros travail de réflexion sur cette structuration et sur cette organisation. On a peut-être d'autres acteurs dans ce webinaire qui sont d'une échelle un peu plus petite. Est-ce que c'est pour tout le monde et est-ce que tout le monde peut à son niveau mettre en place des choses concrètes de votre point de vue? C'est pour moi ou pour Christophe? Parce que Pour tout le Christophe ne monde. bouge pas. Je pose la question générale. Christophe, vous voulez commencer Moi, j'ai un avis. Je pense que chaque organisation, chaque structure, chaque entreprise, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de travailler chez Catalent. Je pense que chacun va finalement poser la barre et son niveau d'ambition en termes de RSE par rapport à voilà, ce qu'il a envie et ce qu'il peut faire. Mais je reste convaincu que chaque organisation peut mettre en place une démarche RSE qui s'appuie sur les valeurs. Vous savez, les valeurs d'une entreprise, vous soyez 20 ou vous soyez 5000, voilà, c'est vous qui allez les porter au quotidien ou qui allez les faire descendre et ruisseler dans l'organisation, peu importe la taille de l'organisation. Mais je pense qu'une structure voilà, une petite structure, une petite entreprise de 10 salariés ou 20 salariés peut aussi être animée par ce système de valeurs et embarquer son collectif autour. Ouais, je suis complètement d'accord avec Christophe. Et donc, je suis tout à fait d'accord parce que quand je vous parlais de raison d'être, entreprise à mission, etc., en fait, c'est ça, c'est commencer avec le pourquoi de l'entreprise, juste au-delà de son chiffre d'affaires, quelles sont les valeurs, quel est l'ADN, la culture d'entreprise. Voilà, c'est donner vraiment le bon cadre pour qu'après la stratégie RSE se mette en place. Et ça, effectivement, ça touche toutes les entreprises. Nous, on le sait parce qu'on accompagne des toutes petites entreprises. Typiquement, on a accompagné à un moment dans sa démarche RSE un club d'équitation. Vous voyez, ils étaient 10. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, chacun à son échelle peut déjà agir, être en lien avec son territoire et structurer de façon plus ou moins formelle ou autre, hein, mais ça démarche RSE. Donc, chacun à son échelle peut agir, ça c'est certain. Et après, bon, ça c'est mon point de vue, mais après, chacun devrait agir parce que, moi je pense que les entreprises qui iront bien demain, ce seront celles qui auront pris sauté le pas maintenant. Parce qu'on sent hein, que quand même, au-delà du rôle de tous et toutes, ça s'accélère de plus en plus, quoi. De par la réglementation, de par les collaborateurs qui le souhaitent, comme le disait Christophe, et de plus en plus par les clients. Alors justement, ça me fait une transition toute trouvée pour introduire donc le programme Destination RSE qui est proposé par Pacte PME
Et donc je vais laisser François vous détailler les contenus et le calendrier. François, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup Julien, merci à tous pour cette belle discussion sur la RSE. Julien, est-ce que j'importe moi-même, je partage le petit jeu de slide? Oui, Ou est-ce que... c'est possible avec le petit écran en haut à droite, partager du contenu, sinon je peux le partager comme vous voulez. Pour être sûr qu'on est bien là. Je crois qu'il y avait une question de Caroline Grand. Oui, excusez-moi, parce que je vais devoir vous... Ah oui, pardon. Juste par rapport à la question qui a été posée, donc moi je suis chargée de mission de santé sur Bordeaux Métropole et je travaille également sur un projet de plateforme RSE qui sera justement à destination de toutes les entreprises. Donc nous, vous en entendrez parler d'ici un mois ou un mois et demi. Donc, effectivement, on a testé, donc nous, on va mettre à disposition un outil d'évaluation de la RSE, qui est le préalable, en fait, à toutes les démarches d'accompagnement, de labellisation, enfin, tout ce qui a été présenté là. Et donc, ça permet, même à un commerçant, jusqu'à tout type d'entreprise, avec une série de questions, déjà de s'évaluer, déjà de se poser la question, c'est déjà une partie des réponses. Donc voilà, je voulais juste parler de ça pour répondre à la question, toute taille d'entreprise, oui. Et après, donc la labellisation, c'est une autre étape, l'accompagnement et les tableaux de bord des entreprises, c'est une deuxième étape. Mais déjà, cet outil d'évaluation permet d'engager une dynamique sur un territoire. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des entreprises je crois que c'est très centré autour de Limoges, mais autour de la métropole en Gironde, sachez que voilà, on va mettre en place cet outil et avec les dispositifs, donc je pense que Pacte PME, c'est ce qui va être présenté, avec un lien aussi vers des dispositifs qui permettent d'aller dans l'accompagnement et la méthode. Voilà, je dois vous quitter, donc je vous remercie. Merci Caroline. Merci. Donc, je prends le relais pour vous dire qu'effectivement, nous, il nous a semblé absolument indispensable, après des discussions qu'on a eues avec un certain nombre de grands comptes, un certain nombre d'investisseurs, un certain nombre de grands donneurs d'ordre également publics, des clusters, de mettre en place un programme pour aider les PME qui le souhaitent à pouvoir prendre le virage RSE. On voit bien que ce sujet est en train de continuer de monter en puissance, mais c'est pas forcément évident pour les uns et les autres de savoir comment l'aborder. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de notre côté d'essayer d'élaborer une réponse qui soit justement, j'allais dire, à l'échelle des questionnements que vous avez posés tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que cette question de RSE, c'est une affaire de grands groupes, ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui relève de la responsabilité de n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille? Évidemment, c'est la seconde option. Encore faut-il que les outils et les démarches puissent s'adapter à la taille et aux moyens dont disposent les très petites entreprises. Donc je crois que cette notion finalement de reporting et de notation extra-financière sont en train de se développer, et il faut qu'on arrive à aider les patrons de TPE et de PME qui le souhaitent à pouvoir avancer à la fois sur deux axes qui finalement sont rangés dans la même boîte, mais qui renvoient à un certain nombre de réalités et de démarches assez distinctes, que sont l'axe sociétal et l'axe environnemental. On voit que la partie évidemment carbone va continuer à prendre de l'importance, mais aussi la partie sociétale avec toutes les notions d'inclusivité, d'équité, de parité, de reconnaissance d'un certain nombre de différences au sein de l'entreprise et de création d'une mixité sociale et économique qui permettent aussi d'aller vers plus de richesse et plus de performance. Donc face à ces enjeux qui ont été très, très, très bien rappelés tout à l'heure, sur lesquels je ne m'étends pas, on a élaboré une réponse très pragmatique, parce qu'on s'est vraiment posé la question de savoir combien de temps aussi les dirigeants pouvaient consacrer dans un premier temps à cela pour se familiariser un peu à la démarche, et on a arrêté la décision de proposer une réponse en une journée et demie, dont une demi-journée en distanciel, la première, et une journée en présentiel.
la première demi-journée, je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais vise justement à rappeler les grands enjeux de la démarche et à aider précisément les chefs d'entreprise et leurs équipes à se repérer dans ce foisonnement normatif qui existe. On a parlé de labellisation juste avant, tant d'un point de vue juridique que du point de vue de la soft law. Il y a énormément de possibilités d'entrée dans la RSE et chacun doit trouver celle qui lui convient au regard de ses ambitions et des moyens dont il dispose. Et après avoir abordé cette première demi-journée un peu qui pose, j'allais dire, le cadre, on donne la parole à un certain nombre de grands donneurs d'ordre publics et privés, mais aussi des investisseurs, pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils ont une feuille de route RSE, comment est-ce qu'ils intègrent la RSE comme un paramètre cette fois-ci décisionnel pour travailler ou non avec des TPE et des PME et pour investir ou non dans des PME et des TPE. Donc ça, c'est évidemment un point clé qui montre que de plus en plus, les appels d'offres vont inclure effectivement des critères RSE et que les dirigeants doivent évidemment s'y préparer. Et puis, à l'issue de cette deuxième demi-journée, évidemment, on va de plus en plus dans le concret, j'allais dire, et l'opérationnel à travers l'acquisition d'un certain nombre de techniques qu'on propose aux dirigeants pour pouvoir se préparer à engager une démarche au sein de leur entreprise. Quelles sont les étapes qui conduisent à la structuration de cette démarche? Comment s'assurer que le soufflet ne retombe pas, que l'élan ne retombe pas? Comment est-ce qu'on pérennise ces démarches? Comment est-ce qu'on embarque ses collaborateurs? Comment est-ce qu'on évalue l'impact de ce qu'on fait? Ce sont évidemment des questions qu'on se pose. Alors pour vraiment ne rien vous cacher, on a organisé les choses de façon très concrète au travers de ces trois grandes séquences. La première qui est finalement prise en charge par des spécialistes de l'accompagnement des PME aux démarches RSE, avec notamment Sociétaire, qui est évidemment très, très présent sur ce segment-là, et qui nous rappelle bien tous les enjeux, qui nous explique bien toutes ces tendances de marché qui font que de plus en plus, la RSE devient un atout, je dirais, différenciant dans la compétition, un élément qui permet aussi de mieux positionner sa marque et de mieux donc se différencier dans la compétition économique internationale. Puis une intervention qui permet de saisir le cadre politique, juridique, institutionnel de notre sujet à travers la présentation des différents aspects normatifs qui peuvent le composer. Et une fois que ce cadre est posé, on consacre vraiment, dans le cadre d'une demi-journée, le dialogue, la suite de notre programme, à un dialogue entre les grands groupes et les PME d'une part, au travers, vous voyez, d'interventions, là en l'occurrence d'Alstom, mais on fait aussi intervenir Bouygues Construction, Schneider Electric, vous voyez aussi un intervenant d'EDF, avec une vision à la fois, je dirais, nationale, avec un grand groupe qui vient nous expliquer comment est-ce qu'il a intégré la RSE dans sa feuille de route et comment ça se traduit dans les nouvelles relations qui sont en train de se construire avec ses partenaires PME. Et puis, un discours, je dirais, plus local, plus territorialisé, avec un directeur d'EDF en Occitanie qui va nous expliquer au sein de sa région comment est-ce qu'il a mis en place des actions qui ont débouché sur une formalisation de la politique RSE. Et puis enfin, on se dit que de plus en plus, les investisseurs eux-mêmes vont évidemment concentrer leur participation sur des entreprises qui sont engagées sur le plan sociétal et environnemental. Et donc, on a systématiquement un banquier et un investisseur qui viennent nous expliquer comment les questions ESG sont prises en compte dorénavant pour choisir d'investir dans telle ou telle entreprise. À partir de là, on débouche sur quelque chose de très concret pour que les PME puissent repartir avec des recommandations pour agir. Vous voyez qu'on fait toujours appel à des personnes de qualité, puisque Marie Levrault sera avec nous pour nous faire précisément un topo qui ressemblera assez à celui que vous avez entendu, qui sera encore un tout petit peu plus détaillé, avec un tout petit peu plus de temps, des témoignages de dirigeants de PME du côté industriel et du côté service qui ont mis en place ces démarches RSE, quelqu'un du ministère
qui vient aussi nous présenter les initiatives portées par le gouvernement et les administrations aujourd'hui. Je pense à la plateforme Impact, évidemment tout ce qui découle de la loi Pacte, avec les notions de société à mission, d'entreprise à impact, etc. Et puis la clôture par un dirigeant d'ETI qui, lui, a mis en place une démarche RSE et qui accompagne aussi les entreprises dans ce domaine. Donc, vous le voyez, sur 3 demi-journées, beaucoup de densité, beaucoup de dialogue inter-entreprises pour aider les uns et les autres à se familiariser avec les notions et pouvoir passer à l'action. J'attire votre attention sur le fait que, après avoir testé ce format l'an dernier, on va le reproduire et en augmenter la récurrence, puisqu'on va faire cette année 2 sessions au lieu d'une. La première au printemps, la seconde à l'automne, hein, pour ceux d'entre vous qui précisément ne sont pas à Paris, parce que on va faire plutôt du présentiel à Paris dans un premier temps, même si on va délocaliser dès cette année aussi probablement une autre session dans un territoire avec lequel on est en train de travailler. Mais pour le moment, on fait encore des sessions en présentiel à Paris, avec cette première demi-journée qui a l'avantage de ne pas avoir à se déplacer directement en visioconférence. Accompagné du présentiel sur une journée, c'est important aussi, et je termine là-dessus, parce que cela permet aux dirigeants de PME qui viennent non seulement d'être au contact de nos experts qui vont intervenir, mais du coup de pouvoir dialoguer avec des grands groupes. On sait qu'ils sont en attente de ça, parce que parfois accéder à la commande publique et privée reste encore compliqué dans notre pays. Et quand vous avez devant vous Schneider Electric, Bouygues Construction, Alstom et d'autres, vous pouvez aussi directement bâtir un premier contact avec quelqu'un qui représente les achats, l'innovation ou la RSE. Et c'est évidemment de bon augure pour ensuite pouvoir prétendre travailler avec ces groupes. Donc voilà un petit peu, je ne veux pas être plus long, mais une journée et demie très dense, ouverte à tous les profils de TPE et de PME, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur stade d'engagement dans la démarche. On fait d'ailleurs précéder les 2 sessions, enfin la première demi-journée et la deuxième journée de quiz qu'on envoie à nos participants pour voir un peu où ils en sont dans leur familiarisation avec la démarche, c'est un peu ce qu'a fait Marie tout à l'heure, et puis voir où ils en sont dans l'engagement de leur société dans la démarche RSE. Et chacun repart de là avec effectivement les idées un tout petit peu plus précises et la possibilité aussi de continuer de se faire accompagner après par des spécialistes selon qu'on creuse l'axe sociétal ou l'axe environnemental. Voilà, j'étais ravi de vous présenter ce point. Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup François. Déjà, il y a une question, Laurence. je vois la main levée depuis un petit moment. Oui, je voulais enfin, avant de laisser la place aux questions, déjà faire le lien, et merci François d'avoir accepté de collaborer avec nous. Effectivement, Pacte PME, on a déjà été impliqué sur un autre programme, et donc je fais à l'envers, mais c'est vrai que dans ce programme et dans ce cadre destination RSE, le sujet dont on avait parlé François, et que moi je garde vraiment en utilisant ce qu'a dit Marie, je tente. Je pense que nous, on aimerait bien effectivement le délocaliser, mais le personnaliser avec un axe santé, parce que c'est vraiment, et dans le cadre de la feuille de route Alice, et c'est important, on a défini des actions RSE pour une approche soutien aux entreprises dans le cadre du programme Alice for All, mais on a aussi quand même, et Christophe, là, il est parti, mais l'a bien illustré, tout un axe life, puisqu'on a une mission sur la santé, et on aimerait bien pouvoir en faire une version un peu customisée, puisque on a une approche très particulière. Donc déjà, François, je voulais te remercier. Marie aussi, parce que ça a été vraiment très didactique et intéressant. Et Christophe est parti, mais c'est vrai que je vous invite tous à aller visiter le site de Limoges, parce que c'était un site qui a été complètement refurbiché après l'achat de Catalan. Ils ont une approche RSE qui fait qu'un site qui n'était pas attractif, et il est passionnant ce site quand on le visite et quand on rencontre les équipes. Et tout ça pour arriver à un petit mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des actions d'Alice, la RSE était la priorité, est une des grosses priorités qu'on a sur 2022-2023. On a parlé de normalisation, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. On a un accord cadre avec l'AFNOR
avec qui on collabore à la fois sur la certification sur des aspects techniques, plutôt dispositifs médicaux, mais la normalisation et le RSE sera aussi dans le cadre des échanges qu'on peut avoir. Donc, je laisse la place aux questions, mais je voulais quand même intervenir 1 minute pour remercier tout le monde et dire que vraiment, c'est un sujet qui nous inquiète, qui est une priorité pour notre écosystème et pour une raison supplémentaire aussi, la région Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France et on a cette notion aussi de distance qui fait que on est un petit pays à nous tout seuls et ça pose pas mal de questions. Julien, je te laisse reprendre le lead. Merci à tous et pour les questions aussi, pour ne pas prendre trop de temps. Ouais, merci Laurence. Effectivement, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'avais une question déjà peut-être pour entamer de Marion Léger-Sauterras dans le chat qui se posait une question d'ordre réglementaire. Où en est-on? Quelles sont les obligations déclaratives et pour quelle entreprise? François ou Marie, si vous voulez prendre la parole. François, pardon. Alors, François en parlait rapidement tout à l'heure. Hein, c'est aujourd'hui la réglementation, c'est essentiellement, en tout cas pour la RSE au niveau général, on est obligé de faire une déclaration de performance extra-financière quand on est une société cotée avec un effectif supérieur à 500 employés, en gros, ou une entreprise non cotée avec un effectif inférieur à 500 employés, mais avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Donc voilà, ça c'est un peu la réglementation en gros en lien avec la RSE à ce stade. Mais en fait, il y a des discussions en cours là pour faire évoluer la DPEF, cette déclaration, et la soumettre aux entreprises de plus de 250 salariés. Ça, c'est pas du tout encore acté, mais c'est quelque chose qui va peut-être passer d'ici fin 2022, début 2023. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, historiquement, même si, en fait, sans s'en rendre compte, les TPE, tous les acteurs font de la RSE, bien entendu, historiquement, c'est plutôt les grands groupes qui ont formalisé, structuré leur stratégie RSE parce qu'ils étaient obligés de par la réglementation. Mais ça va commencer à toucher de plus en plus de taille d'acteurs. Voilà, et à ce stade. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, la RSE, ça devrait toucher tout le monde parce que, parce que ça va arriver. Et aussi, l'idée, c'est d'anticiper un petit peu plus les réglementations. Donc, au lieu de les subir, c'est saisir plutôt cette opportunité qui aujourd'hui en est une vraiment au niveau commercial, au niveau attraction des talents, au niveau innovation aussi. Voilà. Bien sûr. J'espère que j'ai répondu à la question de Marion. Je pense, Marion, si vous voulez compléter ou voilà, poser un complément de question. Sinon, profitez-en, on a encore Bonjour. quelques minutes. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci Marie pour cette explication. C'est ce qui me semblait, mais comme je ne suis pas du tout familière encore de ce concept de RSE, je tenais à faire préciser ça. Moi, je travaille depuis peu dans une toute petite structure. Hein, vraiment, nous sommes 3 salariés. Je travaille dans le secteur donc c'est une société qui a mis en place une plateforme numérique pour mutualiser annuaire collaboratif en fait, voilà, pour dans le secteur du travail social, pour les travailleurs sociaux. Mais je pense qu'on est déjà pas mal, on se retrouve déjà dans pas mal de points qui ont été évoqués sur toute l'heure et demie qui vient de passer, sans avoir formalisé quoi que ce soit. À ce niveau-là. Et ma question, c'était aussi derrière comment mettre en valeur, mettre en lumière ce qu'on fait déjà, sans aller forcément, puisque la taille de notre structure aujourd'hui ne nous le permettra peut-être pas, mais comment valoriser tout ça sans aller forcément jusqu'à une démarche de labellisation, par exemple. Est-ce que ça passe uniquement par le fait de construire, je ne sais pas, un document interne qui sera peut-être après amené à être diffusé? Est-ce que ça ne peut passer que par cet aspect, j'allais dire, de communication-là pour l'instant? Merci beaucoup, Marion, pour cette question. C'est un petit peu coupé, mais je pense que je l'ai globalement compris. Donc, effectivement, c'est souvent un enjeu qu'on voit dans les TPE, PME, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites. C'est même souvent dans votre cœur de métier. Mais l'enjeu, c'est de structurer un peu la démarche RSE et de la
la valoriser, la mettre en avant. Et donc, souvent, déjà, la première étape, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je présentais la démarche type RSE, c'est commencer par faire un premier diagnostic, quoi. Faire un état des lieux de qu'est-ce que vous faites en utilisant, soit vous allez, vous trouverez ça sur Internet très facilement, l'ISO 26000, et vous prenez cette grille de lecture-là, ça vous permet de voir un peu vos grands piliers, quoi, et là où vous mettez en place des actions, soit en prenant les 5 piliers que je vous ai cités. Voilà, donc ça vous permet déjà d'avoir une vision un peu globale de l'ensemble des actions que vous faites, et vous pouvez impliquer vos collaborateurs là-dessus, parce que ça donne aussi envie en général. Et c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, surtout à l'échelle d'une entreprise de 3-4 collaborateurs, quoi. Donc ça, c'est déjà la première étape, savoir d'où on part. Et du coup, après, si vous avez envie de valoriser ces éléments, l'idée, c'est soit si c'est pour répondre à des propositions commerciales, pourquoi pas faire un slide qui résume de façon assez visuelle les grandes actions que vous mettez en place, voir les chantiers à venir, parce que ça peut être ça, vous pouvez identifier des engagements sur le court, moyen, long terme, soit quand vous... Enfin, bon, après, voilà, ça nécessite une réponse un peu plus longue, ou sinon, là, si vous sentez que c'est vraiment ancré dans votre cœur de métier, quand vous répondez à des propositions commerciales notamment, vous pouvez l'infuser dans l'ensemble de votre dossier. Mais je dirais en première action assez rapide, c'est petit diagnostic pour comprendre un peu, identifier l'ensemble des actions déjà menées et faire une sorte de synthèse, slide synthétique qui résume le tout, quoi. Voilà, très basiquement, si on est pragmatique. Merci Marie, c'est parfait. Merci. Bien. Est-ce que d'autres participants ont des questions à poser à nos intervenants? Je devrais filer dans 1 minute. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, je vois l'heure qui avance. Effectivement, on va peut-être conclure. Si voilà, si l'un ou l'une d'entre vous a des questions à faire remonter, n'hésitez pas. Hein, remontez-les nous. On les fera passer bien évidemment à nos intervenants pour complément d'information. Et puis on vous fera passer donc les supports de présentation utilisés où vous aurez tous les éléments de contenu plus les coordonnées de chacun. Et donc, il me reste à vous remercier chaleureusement, Marie, François, pour vos interventions respectives. C'était encore une fois très enrichissant. Je pense que les gens ont bien apprécié. C'est pas dit qu'on remette pas peut-être un autre webinaire dans l'année d'ailleurs, hein, parce que effectivement, c'est une thématique qui mérite d'être approfondie. Donc, éventuellement, on pourra refaire appel à vous dans l'année. Et puis pour les autres, on reste à votre écoute, bien évidemment. Faites-nous remonter voilà, vos problématiques, vos contraintes, vos obstacles, et puis on essaiera de vous mettre en relation avec les bons acteurs. En attendant, on va conclure et je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci Julien, merci à tous. Merci beaucoup pour l'animation, c'était super. Merci. Merci pour toutes vos réponses et questions. Très bonne journée. À très bientôt, bonne journée. Au revoir.